Minuit. Les rambardes du gaillard d'avant. Stubb et Flasque sont à califourchon sur les rambardes. Ils sont en train de passer des amarres supplémentaires aux ancres qui y pendent. Non, Stubb, vous pourrez cogner tant que vous voudrez sur ce nœud là-bas, mais vous ne pourrez jamais faire entrer dans ma tête avec des coups ce que vous venez de dire. Combien y a-t-il de temps que vous disiez exactement le contraire ? N'avez-vous pas prétendu une fois que n'importe quel vaisseau sur lequel se trouve Akab devrait payer un supplément d'assurance, tout à fait comme s'il était chargé de barriques de poudre à l'arrière et d'allumettes à l'avant ? Arrêtez-vous donc. Ne l'avez-vous pas dit ? Eh bien, quoi ? Même si je l'ai dit. J'ai en partie changé de chair depuis ce temps. Pourquoi n'aurais-je pas changé d'idée ? Et puis, en supposant que nous soyons chargés de poudre à l'avant, comment diable les allumettes pourraient-elles s'allumer dans cette écume qui nous trempe ici ? Mon petit bonhomme, vos cheveux sont pas mal rouges, mais il vous serait impossible de prendre feu à présent. Secouez-vous, vous êtes Aquarius en personne, autrement dit, le porteur d'eau, Flasque. On pourrait remplir des cruches au col de votre caban. Ne comprenez-vous donc pas que, pour ces risques supplémentaires, les compagnies d'assurance ont des polices supplémentaires ? Voilà des robinets, Flasque. Mais écoutez encore ceci, Flasque. Je vais vous répondre sur l'autre chose. Seulement, avant, enlevez votre jambe de dessus la couronne de l'ancre, que je puisse y passer un filin. Là maintenant, écoutez. Il y a une grande différence entre tenir le paratonnerre d'un mât dans l'orage et se tenir au cours d'un orage auprès d'un mât qui n'a pas de paratonnerre. Ne comprenez-vous pas, tête de vieux bois, qu'aucun mal ne peut arriver à celui qui tient le paratonnerre si le mât n'est pas frappé d'abord ? Ça vous embouche un coin, hein ? Pas un vaisseau sur 100 ne porte de paratonnerre. Et Akab, oui, mon gars, et nous tous avec lui, nous n'étions pas plus en danger alors, selon ma pauvre petite opinion, que tous les équipages se trouvant à bord de 10 000 vaisseaux qui voguent actuellement sur les mers. Mais, mon vieux King Post, voulez-vous que tous les hommes du monde se promènent avec un petit paratonnerre au bord de leur chapeau, comme la plume d'un officier de milice, et que le fil traîne derrière eux comme un baudrier ? Soyez raisonnable, Flasque. C'est facile d'être raisonnable. Alors pourquoi ne l'êtes-vous pas ? Tout homme ayant seulement la moitié d'un œil peut être raisonnable. Ce n'est pas si sûr que ça, Stubb. Et vous-même, vous le trouviez difficile parfois. Oui, quand un type est trempé comme une soupe, lui est difficile d'être raisonnable, ça c'est vrai. Et je suis complètement trempé avec cette écume. Ça ne fait rien. Attrapez le tour là-bas et passez-le. Il me semble que nous attachons ces ancres maintenant comme si elles ne devraient plus jamais servir. Attacher ces 2 ancres, Flasque, c'est comme si on attachait les mains d'un homme derrière son dos. Et quelles mains larges et généreuses elles sont, pour sûr. Ce sont là nos poignées de fer, et aussi quelle prise elles ont. Je me demande, Flasque, si le monde est ancré quelque part. S'il l'est, il se balance au bout d'un bien long câble. Voilà. Tapez-moi ce nœud et nous aurons fini. Voilà, après toucher terre, toucher le pont est la plus satisfaisante des choses. Dites, abattez les pans de mon manteau, voulez-vous ? Merci. On se moque des vêtements longs, Flasque, mais à mon idée, on doit toujours porter des manteaux à longue queue dans tous les orages en mer. Les queues qui vont comme ça en pointe servent à évacuer l'eau, voyez-vous ? De même, pour les tricornes, les cornes servent de baignoire à pigeons, Flasque. Plus de vareuse ni de ciré pour moi. Je devrais passer un habit à queue de morue et enfoncer une casquette. Hello, zut ! Voilà mon ciré par-dessus bord. Seigneur, Seigneur, que les vents qui viennent du ciel puissent être si mal élevés. Une vilaine nuit, mon gars. Minuit en haut. Tonnerre et éclair. La vergue de une. Tachetego y passe de nouvelles amarres. Arrête ce tonnerre. Bien beaucoup tonnerre là-haut. À quoi bon tonnerre ? Nous pas vouloir tonnerre. Nous vouloir rhum. Donne-nous un verre de rhum. Le Mousquet. Pendant les plus violents chocs du typhon,
L'homme qui se tenait à la barre en os de mâchoire du Pécode avait à plusieurs reprises été projeté sur le pont, malgré les cordages qui l'attachaient. Parce qu'un certain jeu était indispensable à la barre. Dans une tempête sérieuse, comme l'était celle-ci, quand le vaisseau n'est plus qu'un volant dans les coups de raquette du vent, il n'est pas du tout rare de voir les aiguilles aimantées de la boussole tourner en rond par intervalles. Il en était ainsi pour celle du Pécode. Presque à chaque choc, le timonier n'avait pas manqué de remarquer la rapidité avec laquelle elle tournait sur les cartes. Et c'est là une des choses que personne ne peut voir sans en être impressionné. Quelques heures après minuit, le typhon frappa si fort que, malgré les efforts vigoureux de Starbuck et de Stubb, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière, les restes brisés du foc et les voiles de grande et petite hune furent arrachés des espars et s'envolèrent en tourbillon, sous le vent, comme des plumes d'albatros arrachées à l'oiseau quand il est en train de voler dans l'orage. Les 3 voiles correspondantes furent alors pliées et risées, et une voile de secours fut placée à l'arrière. Bientôt, de nouveau, le vaisseau se fraya son chemin avec quelque précision en direction, pour le moment, est-sud-est. La route qu'on devait tenir, si possible, comme on l'avait indiqué au timonier. Car, pendant le typhon, il n'avait dirigé qu'au petit bonheur. Mais tandis qu'il amenait le vaisseau le plus possible, tout en regardant la boussole, miracle, un bon signe. Voilà que le vent sembla tourner à l'arrière. Oui, le vent devenait bon. Instantanément, les toiles des vergues furent brassées carrées, tandis que retentissait le chant joyeux de l'équipage. « Oh, le bon vent! Oh, hé, yo! Joyeusement, les gars !» Cet événement si prometteur, ayant eu vite raison des mauvais présages qui l'avaient précédé. Obéissant au capitaine qui avait ordonné de faire un rapport immédiat, à n'importe quelle heure du jour ou de nuit, sur tout changement dans les affaires du pont, Starbuck, dès qu'il eut arrimé les bras au vent, ce qu'il faisait à contre-cœur, descendait machinalement pour en prévenir le capitaine Achab. Involontairement, avant de frapper à la porte de la chambre, il s'arrêta un instant. La lampe de la cabine se balançait de ci, de là, par longues oscillations. Elle projetait des ombres intermittentes sur la porte verrouillée du vieillard. Une porte mince, avec de petits rideaux fixés à la place des panneaux supérieurs. Quoiqu'entouré par les rugissements des éléments, un certain bourdonnement de silence régnait dans la cabine, grâce à son isolement quasi souterrain. Dressés en panoplie contre la cloison de l'avant, les fusils chargés luisaient. Starbuck était un honnête homme, mais dans son cœur, à la vue des fusils, une mauvaise pensée germa. Encore si mélangée à ses bonnes intentions qu'il n'en eut pas tout de suite conscience. « Une fois, murmura-t-il, il me l'aurait bien fait péter dans la gueule. Voilà le fusil avec lequel il m'a visé. Celui là-bas, avec sa crosse cloutée. Que je le touche, que je le tienne. Comme c'est curieux que moi, qui ai manié tant de lances meurtrières, comme c'est curieux que je tremble tant maintenant. Chargé, voyons. Oui. De la poudre dans le bassinet. Mauvais. Faudrait le vider. Un moment. Je vais me guérir de ça. Je vais m'efforcer de le tenir ferme pendant que je réfléchis. Je viens lui faire rapport d'un bon vent. Mais comment bon? Bon pour lui. Bon pour la mort et la destruction. Pour Moby Dick. C'est un bon vent qui n'est bon que pour ce poisson maudit. Le même canon qu'il a braqué sur moi, maintenant je le tiens. Il m'aurait tué avec cette chose que je manie maintenant. Oui, ça lui serait égal que tout son équipage périsse. N'a-t-il pas dit qu'aucune tempête ne lui ferait baisser pavillon? N'a-t-il pas brisé son sextant? Et dans ces mers périlleuses ne navigue-t-il pas en tâtonnant à l'estime douteuse du loch? Dans ce typhon n'a-t-il point juré qu'il n'avait pas besoin de paratonnerre? Va-t-on lâchement laisser ce vieux fou entraîner avec lui tout son équipage à la mort? Oui, il sera le meurtrier conscient de 30 hommes et plus s'il arrive malheur au navire, et je le sens si on laisse Achab en faire à sa tête. S'il disparaissait maintenant, ce crime lui serait épargné. Ah, qu'est-ce qu'il bredouille dans son sommeil? Oui, il dort là, là-dedans, juste là. Il dort? Oui, mais il vit encore et il se réveillera bientôt. Et je ne pourrai pas résister, vieillard.
Tu n'écouteras ni raisonnement, ni remontrance, ni prière. Tu méprises tout ça. Stricte obéissance à tes ordres exacts. Voilà ce que tu veux. Oui, et tu dis que tes hommes ont fait le même serment que toi. Que tous nous sommes des Akab. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'autre à faire? Dieu le défend. Mais n'y a-t-il pas un moyen régulier? Le faire prisonnier pour le ramener? Mais quoi? Espérer arracher la puissance vivante des mains vivantes de ce vieillard? Un fou seul l'oserait. En supposant même qu'il soit garrotté, enchaîné de partout avec des cordages et des câbles. Rivé au plancher de cette cabine, il sera plus effrayant qu'un tigre en cage. Et je ne pourrai pas supporter ce spectacle. Je ne pourrai sûrement pas entendre ces hurlements. Toute tranquillité, le sommeil, l'inestimable raison me quitteraient dans cet intolérablement long voyage de retour. Que faire? La Terre est à des centaines de milles, le Japon est le plus proche, mais il est interdit. Je me trouve seul, ici, au large, avec 2 océans et un continent entier entre moi et la loi. Oui, c'est ça. Est-ce que le ciel est meurtrier lorsque la foudre frappe un meurtrier dans son lit, réduisant en cendres draps et chair? Et alors, serais-je meurtrier si... À pas de loup, lentement, et avec un regard furtif, il plaça le bout de son fusil chargé contre la porte. Là, derrière, le hamac d'Akab se balance à cette hauteur. Sa tête est de ce côté. Une pression du doigt et Starbuck survit, et il peut encore embrasser sa femme et son enfant. Oh, Mary, Mary, mon petit. Mais si je ne te tue pas, vieillard, qui peut dire jusqu'à quelles insondables profondeurs descendra dans 8 jours le cadavre de Starbuck avec tout l'équipage? Grand Dieu, où es-tu? Est-ce que j'ose? Le vent a baissé et a tourné, sœur. Les voiles de grande et de petite une sont serrées. On tient en bonne direction. À l'arrière toute. Ah, Moby Dick, cette fois je te tiens. Tels furent les mots qui jaillirent du sommeil tourmenté du vieillard, comme si le son de la voix de Starbuck avait donné la parole à son rêve. Toujours braqué, le fusil tremblait contre la porte comme dans les mains d'un ivrogne. Starbuck semblait combattre avec un ange, mais, se détournant, il replaça le fusil dans le râtelier et s'en fut. « Il dort trop dur, monsieur Stubb. Descends toi-même le prévenir. Il faut que je m'occupe du pont. Tu sais ce qu'il y a à dire. » L'aiguille. Le lendemain matin, la mer, qui n'était pas encore apaisée, roula de grandes lames lentes, d'un volume énorme, qui se précipitaient dans le sillage bruyant du Pécode, poussant ce dernier comme des mains de géants. La brise était si forte que le ciel et l'air semblaient d'énormes voiles gonflées. L'univers entier voguait sous le vent. L'invisible soleil étant comme écrasé partout avec seulement, à la place qu'il occupait vraiment, un extraordinaire faisceau d'intenses épées de feu. Le monde entier était comme couronné de signes étincelants des rois et des reines de Babylone. La mer, courbe comme un creuset d'or, fondu, bouillonnait lumineusement et ardemment. Akab garda longtemps un silence magique. Il se tenait à l'écart. Chaque fois que le beau pré du vaisseau qui tanguait s'enfonçait, il se retournait pour regarder les vifs rayons du soleil qui tombaient à l'avant. Et il se retournait de nouveau pour voir à l'arrière les rayons jaunes se mêler au sillage droit. « Ah !» dit-il entre ses dents. « Ah ! Mon navire est en ce moment comme un chariot marin du soleil. Ah ! Nation, tout tant que vous êtes devant ma proue, je vous apporte le soleil. Hello, attelez-vous en flèche houle lointaine. Je conduis la mer. » Mais quelle pensée nouvelle lui venait à l'esprit et le ramenant à la réalité, il se précipita vers le gouvernail et, d'une voix rauque, demanda quel était le cap du navire. « Est-sud-est, sœur, » répondit le timonier effrayé. « Tu mens !» Il le frappa de son poing ferme. « L'est, à 7 heures du matin, avec le soleil derrière ?» L'équipage fut consterné car le phénomène observé par Akab avait inconcevablement échappé à tous, peut-être même parce qu'il crevait les yeux. Passant à demi la tête dans l'habitacle, Akab jeta un coup d'œil sur le compas.
Son bras levé en l'air tomba lentement, et pendant un instant, il parut sur le point de chanceler. Debout derrière lui, Starbuck regarda à son tour. Chose curieuse, les 2 boussoles marquaient l'est, alors que le Pécode allait indubitablement vers l'ouest. Avant qu'une folle alarme pût se propager dans l'équipage, le vieillard, avec un rire sec, s'exclama. « J'ai compris. C'est déjà arrivé, monsieur Starbuck. La foudre d'hier a faussé le compas, voilà tout. Tu as déjà entendu parler de cette chose-là, je suppose. » « Oui, mais je ne l'avais jamais vue, » répondit d'un air sombre le second tout pâle. Il faut dire ici que les accidents de ce genre sont arrivés à plus d'un vaisseau au cours d'un violent orage. La force magnétique de l'aiguille marine est, comme chacun sait, de la même nature que l'électricité de l'air. Il n'est donc pas surprenant que de telles choses arrivent. Dans certains cas où la foudre a frappé le vaisseau, fracassant épars et gréement, son effet s'est montré plus étrange encore. La qualité d'aimantation des aiguilles a été supprimée, et alors elles n'étaient pas plus aptes à servir que des aiguilles à tricoter d'une vieille ménagère. Mais, dans tous les cas, jamais plus l'aiguille ne retrouve ses qualités originelles, et lorsque les boussoles de l'habitacle sont ainsi abîmées, toutes celles qui se trouvent à bord le sont de même, fussent-elles insérées au plus profond de la cale. Debout devant l'habitacle, et fixant l'aiguille affolée, le vieillard, du tranchant de sa main étendue, releva la position précise du soleil, et, certain alors que les aiguilles étaient exactement retournées, il cria des ordres pour que la direction du vaisseau fût changée. On brassa les vergues et, une fois de plus, le Pécode pointa sa proue indomptable en plein vent contraire. Le vent supposé bon n'avait fait que le tromper. Quelles que fussent ses pensées secrètes, Starbuck les garda pour lui. Et il donna ses ordres calmement, tandis que Stubb et Flask, qui, dans une certaine mesure, semblaient partager ses sentiments, obéissaient de même sans murmurer. Quant aux hommes, bien que certains grognassent à voix basse, ils craignaient Achab plus que le destin. Comme toujours, les harponneurs ne parurent nullement impressionnés, ou, s'ils l'étaient, ce fut par un certain magnétisme transmis du cœur inflexible d'Achab à leur cœur ouvert. Pendant un certain temps, le vieillard arpenta le pont en proie à une rêverie houleuse. Mais en glissant par hasard avec son talon d'ivoire, il aperçut les cercles de cuivre écrasés du sextant qu'il avait jeté par terre la veille. Pauvre regardeur de ciel, suiveur de soleil, hier je t'ai brisé, et aujourd'hui ce sont d'autres compas qui auraient bien voulu me briser. Oui, mais Achab est aussi le maître de l'aimant. Monsieur Starbuck, une lance sans hampe, un maillet et la plus petite aiguille du voilier. Vite !» À l'impulsion qui le faisait agir se mêlaient sans doute quelques prudents mobiles accessoires dont le but était de ranimer l'ardeur des matelots par un trait d'adresse subtil dans cette affaire, si mystérieuse pour eux, du compas dévié. Car le vieillard le savait très bien. Il ne se laisserait pas conduire sans tremblement de mauvais augure par une aiguille faussée. « Mes gars, dit-il, en se tournant vers l'équipage, tandis que le second lui passait les objets demandés. Mes gars, la foudre a affolé les aiguilles du vieil Achab. Mais de ce bout d'acier, il peut en faire une qui fixera le point aussi bien que l'autre. » Ceci ayant été dit, les matelots échangèrent des coups d'œil d'émerveillement servile. Fascinés, ils attendirent l'opération magique qui allait suivre. Mais Starbuck détourna les yeux. D'un coup de maillet, Achab fit tomber la tête d'acier de la lance, puis, tendant au second la longue tige d'acier qui restait, il lui ordonna de la tenir en l'air sans qu'elle touchât les planches du pont. Puis, ayant de nouveau frappé le bout supérieur de la tige avec le maillet, il y planta l'aiguille émoussée et frappa dessus à différentes reprises, un peu moins fort, tandis que le second continuait à tenir la tige comme auparavant. Faisant ensuite quelques mouvements étranges avec l'aiguille, était-ce indispensable pour magnétiser l'acier, ou cela n'avait-il d'autre but que d'augmenter la crainte respectueuse de l'équipage? Comment le savoir? Il demanda du fil, et retournant à l'habitacle, il en détacha les aiguilles affolées, et, par le milieu, suspendit horizontalement l'aiguille servant à coudre les voiles au-dessus d'une des 2 roses des vents.
D'abord, l'aiguille tourna en rond, vibrant et frémissant à chaque bout. Mais à la fin, elle se fixa à sa place, tandis qu'Akab, qui attendait anxieusement le résultat, s'écarta franchement de l'habitacle et, le montrant d'un bras tendu, s'écria « Voyez par vous-même, si Akab n'est pas le maître de l'aimant. Le soleil est à l'est, cette boussole le jure. » L'un après l'autre, ils y regardèrent, car seule leur propre vue pouvait les convaincre de leur ignorance. Et l'un après l'autre, ils s'éloignèrent d'un pas furtif. Les yeux flamboyants de mépris et de triomphe, Akab nous apparut alors dans tout son orgueil fatal. Le loch et la ligne. Durant le long laps de temps que dura le fatal voyage du Pécode, le loch et la ligne ne servirent que rarement. Se reposant sur d'autres manières de déterminer la position, nombre de vaisseaux marchands et beaucoup de baleiniers, lorsqu'ils sont en croisière, négligent totalement de hisser le loch. Bien qu'en même temps, mais plus pour la forme que pour d'autres raisons, ils s'inscrivent là où le pont, sous sa puissance oblique, touchait vitesse présumée du bâtiment en plus de sa direction. Il en était allé ainsi pour le Pécode. La bobine de bois où s'enroulait le loch était depuis longtemps suspendue, sans avoir été touchée, juste au-dessus de la rambarde. Les embruns et la pluie l'avaient trempée. Le soleil et le vent l'avaient attaqué. Tous les éléments s'étaient joints pour pourrir une chose si inutilement pendue. Akab était en souci de toute autre chose, mais peu d'heures après la scène de l'aimant, son regard tombant par hasard sur la bobine, il se souvint que son sextant n'existait plus et son serment frénétique au sujet du loch et de la ligne lui revint à la mémoire. Le vaisseau roulait alors en plongeant et les lames roulaient tumultueusement. « À l'avant, là-bas, larguez le loch !» cria-t-il. Deux matelots s'amenèrent, le Tahitien doré et l'homme grisonnant de l'île de Man. « Prenez la bobine, l'un de vous, je hisserai. » Ils se dirigèrent vers l'extrême poupe, du côté sous le vent, là où le pont, sous sa puissance oblique, touchait presque la mer écumeuse. L'homme de Man prit la bobine et la tint haut dans l'air, par les poignées, qui sortaient du fuseau autour duquel tournait la bobine, et il la tint ainsi jusqu'à ce qu'Akab approchât. Akab se tint debout devant lui et se mit en devoir de dérouler doucement quelques 30 ou 40 tours, afin de former une sorte de brasse maniable, lorsque le vieux matelot de Man, qui regardait attentivement le capitaine et la ligne, eut la hardiesse de dire « Sœur, je n'aurai pas grande confiance dans cette ligne, elle m'a l'air très mauvaise. Une longue chaleur et l'humidité l'ont gâtée. » « Elle tiendra, mon vieux. »« Est-ce que la longue chaleur et l'humidité t'ont gâté, toi ? Tu as l'air de tenir. Ou plus exactement, peut-être, c'est la vie qui te tient, et non pas toi qui la tiens, elle. Je tiens la bobine, sœur. Mais c'est comme mon capitaine dit. Avec les cheveux gris que j'ai, inutile de vouloir discuter, surtout avec un supérieur qui aura toujours raison. Quoi ? En voilà un professeur rapiécé du collège de Reine Nature aux fondations de granit. Mais il ne me semble pas à la hauteur. Où es-tu né ? Dans la rocheuse petite île de Man. Parfait. C'est là que tu as abordé le monde. Je ne sais pas, sœur, mais c'est là que je suis né. Dans l'île de l'homme ? Eh bien, d'un côté, c'est bon. Voilà un homme de l'homme. Un homme né dans la jeunesse générale. Homme objectif et maintenant homme subjectif. Sujet de quoi ? Hausse la bobine ? La mort est un mur aveugle où se cognent finalement toutes les têtes questionnantes. Larguez ! Le loch fut largué. Les rouleaux relâchés s'étendirent en une longue ligne traînante à l'arrière. Puis, aussitôt, le fuseau commença à tourner. Le loch montant et descendant par saccades à cause des vagues qui faisaient résistance fut cause que le vieil homme à la bobine trébucha étrangement. « Tenez bon !» Crac ! La ligne trop tendue revint en long serpent. Le loch qui tirait avait été arraché. J'écrase le sextant, la foudre affole les aiguilles et maintenant la folle mer brise la ligne du loch. Mais Akab peut tout réparer. Halle, Haïtien, enroule, homme de Man. Faites faire un autre loch par le charpentier, vous m'entendez ? Et vous, raccommodez la ligne, veillez-y. À présent, le voilà qui s'en va. Pour lui, rien n'est arrivé, mais pour moi, la brochette semble s'être déliée du centre du monde. Allez, allez, Haïtien !
Ces lignes se déroulent vite, mais elles viennent en morceaux. Ah, Pipe, vous êtes venu donner un coup de main, hein, Pipe? Pipe? Qui appelles-tu Pipe? Pipe a sauté du canot, Pipe est perdu. Voyons, puisque vous ne l'avez pas repêché, baleinier. La ligne tire, je crois qu'il y est accroché, secouez-le. Haïtien, faites-le lâcher. Nous ne voulons pas de lâche ici. Oh, voilà son bras qui sort de l'eau. Un lâche, coupez la ligne. Nous ne remontons point les froussards à bord. Capitaine Achab, sœur, voilà Pipe qui essaie d'aborder à nouveau. Tais-toi, espèce de fou, cria l'homme de manne en le saisissant par le bras. Débarrasse le gaillard d'arrière. De deux idiots, c'est toujours le plus grand qui gronde après l'autre, murmura Achab en s'approchant. Levez vos mains de dessus cette chose sainte. Où dis-tu que Pipe était, petit? À l'arrière, là-bas, sœur. À l'arrière, là. Et toi, qui es-tu, petit? Mon image se reflète dans tes prunelles vides. Oh Dieu, que l'homme puisse ainsi laisser fuir son ami mortel. Qui es-tu, petit? Le sonneur, sire. Le crieur du vaisseau. Ding dong ding, pip pip pip. 100 livres de terre en récompense pour Pipe. Taille 5 pieds de haut, à l'air d'un lâche. Plus facilement reconnaissable à ça. Ding dong ding. Qui a vu Pipe le froussard? Aucun cœur ne peut vivre dans la glace. Ô cieux glacés, regardez ici-bas. Vous avez engendré ce malheureux enfant et vous l'avez abandonné. Ô créature sans vergogne. Viens, petit, la cabine d'Achab sera à l'abri de Pipe dorénavant, et tant qu'Achab vivra. Tu touches le plus profond de moi-même, petit. Tu m'es attaché par des cordes tressées avec les veines de mon cœur. Viens, descendons. Qu'est-ce que c'est que ça? Voici de la peau de requin douce comme du velours, dit le petit fou en regardant attentivement la main d'Achab et en la palpant. Ah, si le pauvre Pipe avait senti une main aussi douce que celle-ci, peut-être qu'il n'aurait jamais été perdu. C'est comme une bouée de sauvetage, sœur, quelque chose à quoi peuvent s'accrocher les âmes faibles. Ah, sœur, commandez que le vieux Perth vienne et rive ses deux mains ensemble, la noire et la blanche, car je ne lâcherai plus celle-ci. Moi non plus, je ne te lâcherai plus, ô petit. Fasse le ciel qu'en te tenant ainsi, je ne t'entraîne pas vers de plus grandes horreurs. Voyez, vous tous, qui croyez en Dieu, en un Dieu toute bonté et en l'homme tout en mal, voyez. Les dieux tout-puissants oublient la souffrance de l'homme et l'homme. Tout idiot qu'il soit, et ne sachant pas ce qu'il fait, est néanmoins rempli d'amour et de reconnaissance. Viens, en tenant ta main noire, je me sens plus fier que si je tenais celle d'un empereur.